Nous sommes actuellement face à une situation nouvelle, nous ne pouvons plus aller dans un bar où l'on fume. Alors pour certains, on peut s'en réjouir, d'autres le regrettent. Il s'agit là d'une mesure qui a été prise donc par le pouvoir politique, c'est une interdiction, et le motif qui est avancé par les gens qui ont pris cette décision, c'est de lutter contre le tabagisme passif. Alors dans l'ouvrage que je viens de citer, l'avertissement aux malades, aux élus, aux médecins et aux élus, vous avez pris sur le tabagisme passif une position qui consiste à dire, et je vous demanderai de l'expliciter, que ce tabagisme n'a jamais tué personne. Alors vous êtes vraiment à contre-courant, sans pour autant être bien entendu un partisan du tabac. Vous dites dans votre livre que le tabac tue et tue beaucoup de monde, mais pas le tabagisme passif. Alors pouvez-vous nous expliquer cet aspect des choses ? Oui, avec un certain désespoir, parce que c'est parler dans le désert, tellement le pilonnage, disons, politico-médiatique s'est engagé dans cette voie de l'interdiction depuis 20 ans maintenant. Quand on n'a plus de prise sur les événements, ce qui est le cas de la plupart de nos politiques, quoi qu'ils disent, affirment ou promettent, il reste la possibilité d'interdire à leurs ressortissants. Et c'est vraiment un exemple tout à fait typique. Oui, le tabac tue. Inhaler plusieurs cigarettes par jour, c'est multiplié par 5, par 10 et même à haute dose par 100 le risque de cancer. Et c'est vrai qu'il y a 50 000 personnes qui meurent en France chaque année pour avoir fumé modérément ou intensément. Le problème du tabagisme passif est tout à fait autre chose. C'est une arme inventée par, disons, des communicants pour culpabiliser les fumeurs et dresser contre eux le reste de la population. Avec une vraie efficacité, on le voit bien aujourd'hui, puisque tous les pays, petit à petit, s'y engagent, en tout cas du monde occidental, avec plus ou moins de souplesse, aucune naturellement aux États-Unis, en Écosse ou en Angleterre, curieusement pas beaucoup en Italie, un peu plus en Espagne. Le tabagisme passif, aucun travail ne montre une augmentation sensible, je vais préciser, des risques de santé à cause du tabagisme passif. Il y a aujourd'hui à peu près une centaine d'études. Toutes concluent de la même façon, le risque de cancer est augmenté probablement, ça n'est même pas sûr, de 1 à 2%. Alors vous me direz, c'est pas zéro, mais c'est presque zéro. Alors que fumer même 5 à 10 cigarettes par jour, c'est multiplié par 20. C'est pas 1 ou 2%, c'est 2000%. Et naturellement, fumer beaucoup, un paquet, 2 paquets, 3 paquets par jour, c'est multiplié par 80. Et ça n'a absolument aucun rapport. Il y a beaucoup moins de risques du tabagisme passif qu'il y en a à respirer l'air de nos rues, les émanations de diesel qu'on a disséminées dans tous les pays occidentaux. C'est vraiment quelque chose de dérisoire. Alors on peut concevoir que les gens n'apprécient pas. Et comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, qu'on l'interdise dans les lieux publics où nous sommes tous obligés de nous rendre, le métro, les gares, etc., on peut le concevoir et l'accepter. Par contre, que dans des lieux de convivialité qui sont les restaurants, les bars à narguilé dont j'ai découvert l'existence récemment, où personne n'est obligé de se rendre, et dès lors que le bar afficherait que le tabac y est autorisé, eh bien, ceux qui ne le supportent pas, pour des raisons d'autorat pour les uns, de crainte absolument injustifiée pour les autres, bon, ça me paraîtrait une solution beaucoup plus logique que cette interdiction couperait totalement ridicule. Totalement ridicule quand on voit le président de la République encore il y a 15 jours, avec un très beau cigare d'ailleurs, fumer ostensiblement. Comment un État peut-il s'engager dans une interdiction aussi dure et en même temps continuer à vendre le tabac, à l'autoriser et à faire rentrer plusieurs dizaines de milliards d'euros chaque année grâce à l'impôt sur les tabacs? De deux choses l'une, ou c'est réellement dangereux et il faut l'interdire, ou s'il n'est pas réellement dangereux, alors il faut des interdictions modérées, politiquement raisonnables, et non pas se lancer dans ce qui va changer
très certainement une partie de la convivialité. Mais peut-être le but du pouvoir public, quelque part, est partout de réduire la convivialité. Moins il y aura de bars, moins il y aura de petits commerçants, on est en train de s'y engager. Plus les villes seront désertes, plus les gens seront enfermés dans leur clapier derrière des postes de télévision, et plus, probablement, ils seront faciles à maîtriser. Bon, je ne dis pas que c'est ça le calcul, mais ça pourrait bien être une des conséquences. Rappelez-vous. Ce n'est pas le calcul, dites-vous, mais en tout cas, tous les actes faits par le pouvoir depuis longtemps vont dans la même direction. C'est quand même d'écarter le citoyen de ce qui peut lui permettre de matérialiser son mécontentement en s'unissant à d'autres. Oui, mais c'est aussi se donner une bonne image de soi-même, se donner une belle âme, que celle de sans cesse sembler préoccupé de la santé de ses concitoyens. Bon, 1000 autres exemples nous montrent que cela n'est pas le souci prioritaire. D'ailleurs, souvent par ignorance. Il n'y a pas de mauvaise intention derrière tout cela. Mais qu'on interdise le tabac comme on vient de le faire me paraît intellectuellement insupportable parce que c'est un mensonge et du point de vue de la vie en société, un outrepassement des pouvoirs qui devrait rester raisonnablement appliqué. Alors je précise à l'intention de nos téléspectateurs que, en parlant du tabac, vous savez ce dont vous parlez, puisque votre spécialité, une de vos spécialités est la pneumologie, que vous avez pratiquée et enseignée, et que vous êtes, bien entendu, tout le monde le sait, l'ancien doyen de la faculté Necker Enfants Malades.